La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de B2B en partenariat avec l'AGFI et son rédacteur en chef, Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Vincent, qu'est-ce qui est plus rare que l'électricité bon marché, que certaines matières premières ou encore que l'immobilier abordable? Je dirais les talents. Bien vu, les talents, les employés qualifiés ou même des fois non qualifiés. La pénurie pèse sur l'économie suisse actuellement. Trouver les talents, c'est la spécialité de notre invité, le directeur d'Interiman, le leader dans son secteur. Robin Gordon, bienvenue dans B2B. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous pour démarrer cette première partie portrait. Robin Gordon, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes un expert du marché du travail. Que signifie ce mot pour vous, travail ? Travail signifie, pour la plupart des personnes qui habitent cette planète, le moyen en fait de gagner sa vie, comme on dit. Donc c'est à voir sous différents aspects. Pour certains, et idéalement c'est un plaisir. Pour d'autres, c'est un dur labeur qui permet simplement d'exister sur Terre. Et nous, on fait tout notre possible pour concilier à la fois un certain plaisir et un besoin de travailler. Enfant, quelle était votre profession de rêve ? J'en avais deux, c'était pompier et c'était chauffeur, mais que de camions américains parce que je les trouvais magnifiques et ma chambre était couverte de posters de camions américains, ce qui faisait très peur à mes parents. Alors les camions, vous n'êtes pas si loin finalement, puisque durant votre service militaire, vous avez déjà atteint le grade de premier lieutenant, officier grenadier de char. Vous étiez incorporé au bataillon d'alarme de l'aéroport international de Genève. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Alors, je dirais pour moi des coups de pied aux fesses au bon moment dans ma vie, parce que j'ai été naturalisé, né en Suisse, mais naturalisé finalement assez tard, à 18 ans, et puis d'emblée incorporé, avec une envie. Mon père a fait 2 années d'armée britannique à son époque, donc il était convaincu que c'était très bien pour nous d'en faire. Alors on s'est inscrit tout de suite dans ce qu'on considérait à l'époque des troupes d'élite, où il fallait quasiment vraiment être très entraîné pour passer les tests. Il fallait avoir envie aussi Il fallait avoir faire envie ça, aussi, et puis c'était aussi une autre époque que vous avez peut-être pas connue, mais c'était la guerre froide et on parlait encore, je veux dire, sur le plan européen, de tensions qui étaient quasiment quotidiennes entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et il y avait aussi un côté, faire l'armée intensément, peut-être gradée, pouvait aussi permettre d'ouvrir des portes d'un point de vue professionnel. À l'époque, il était quasiment c'était impossible d'être directeur d'une grande banque sans être au moins colonel ou major à l'armée. Ça allait quasiment de soi. Pour pouvoir. Alors à l'époque, c'était pourquoi pas. Je veux dire, si ça peut ouvrir mes portes en termes de carrière, alors que militairement, c'était vraiment pour moi une belle expérience. J'entends de concessions. J'entends on apprend à vivre avec un peu tout le monde. J'ai aimé ça et j'ai aimé aussi nous pousser un peu plus loin que ce que la vie civile nous permettait peut-être. Se lever 3 fois de suite à 4 heures du matin. En tant que civil, j'aurais trouvé que c'était impossible. À l'armée, on constate qu'on peut y survivre. C'est le coup de pied aux fesses, comme vous disiez, au bon moment. C'était ça? C'était une nouvelle discipline? C'était se rendre compte qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on pensait pouvoir faire. En l'occurrence, se réveiller plusieurs jours de suite avant l'aube. Après, vous avez fait d'autres choses. Vous avez notamment fait l'école hôtelière. Vous avez travaillé au début de votre carrière pour l'office de tourisme à Verbier. Vous avez dit que c'était un job de rêve. Qu'est-ce qui a guidé vos choix de carrière? Alors, rien de visualisé avant la fin de mes études. Et après, c'est les opportunités. J'avais signé avec un groupe hôtelier pour partir en Asie. Et puis, j'étais à 2 semaines d'y aller. Et ma mère, tout d'un coup, arrive avec une annonce de journal en me disant « Ah, j'ai vu une annonce, directeur marketing Verbier, ça pourrait peut-être t'intéresser. » Puis ça m'a tout de suite vraiment fait briller les yeux parce que j'adore la montagne, j'adore les sports de montagne. Et j'ai postulé, j'ai fait tout le processus et au terme de 130 candidatures, c'est ce que j'ai appris après, reçues, j'ai été l'élu. Et c'était pour moi une belle expérience pour rentrer dans le monde professionnel. Très rapidement, des responsabilités, des verbiers déjà. Qu'est-ce que vous avez développé comme compétences au sein de ces différents postes ?
Alors avec le recul, je dirais c'est beaucoup faire avec. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément ses collègues ou ses interlocuteurs ou ses clients ou ses partenaires. Et je dirais, j'estime que c'est une de mes forces que de constater finalement quel sera le meilleur moyen de faire avec quelqu'un, que ce soit du win-win et qu'on arrive finalement à obtenir quelque chose ensemble. Voilà, et dans ce monde touristique valaisan, j'ai eu la chance quelque part d'arriver en étant un neutre, de n'être attaché à aucune vallée ou aucune famille, ce qui m'a permis quand même aussi après d'être considéré pour mes compétences plutôt que parce que je suis le fils d'eux ou le cousin d'eux ou celui de la vallée d'eux. Mais en même temps, j'ai dû faire mes preuves, j'ai dû convaincre et puis m'adapter à des personnalités qui font certaines stations, dont Verbier. Je pense que ça a été un succès parce que quand je suis parti, mon frère a postulé, il finissait également ses études et ils l'ont choisi pour me succéder. Donc, et les journaux disaient c'est un Gordon pour un Gordon, mais voilà, ça s'est fait sans piston dans un processus de recrutement tout à fait ouvert et transparent. Et j'en garde des belles expériences. Et puis différents postes par la suite, notamment World Trade Center à Lausanne. L'impact du travail sur une ville est assez considérable. En Suisse, on y passe en moyenne plus de 1400 heures par an. C'est énorme chaque année à travailler. Vous, personnellement, quels sont vos critères d'épanouissement au travail ? Alors, bon, évidemment, mon père a été travailleur, il a créé son entreprise, il s'est beaucoup investi, tout en y trouvant du plaisir, du challenge. Donc, je dirais que ce qu'il nous a inculqué, autant à mon frère et à ma sœur qu'à moi, c'est fais bien ou fais rien. C'est-à-dire que si tu te lances dans quelque chose, fais-le très bien, ne déçois personne. Quelque part, surpasse-toi. Et finalement, j'y ai trouvé beaucoup de satisfaction. Alors, je suis hyperactif d'un point de vue médical du terme, donc moi, j'ai besoin de m'occuper. Je fatigue ma famille même en vacances parce que je m'arrête jamais. Donc, évidemment, le travail m'apporte cette satisfaction d'être, à la fin d'une journée, satisfait d'avoir été très, très occupé. Voilà. C'est ma manière de voir le travail. C'est très enrichissant. C'est fatigant aussi, et c'est vrai qu'en vieillissant, on perd un peu peut-être aussi cette capacité physique à récupérer, mais voilà, il y a un temps pour tout. J'arrive gentiment sur la soixantaine, et ça veut dire que les journées commencent très tôt et finissent très tard, mais très non, tôt, alors ce serait quelle heure pour vous ? Alors je suis très matinal, je suis du matin, mais je suis pas du soir. Voilà, donc je préfère arriver extrêmement tôt au travail, ce sera rarement après 7 heures. Par contre, le soir, non, je vais pas insister jusqu'à des soirées où là, on a tous ces capacités, elles sont limitées. Mais j'adore les matins, j'adore arriver tôt. Et ça veut dire aussi cette énergie que vous nous montrez, c'était forcément de devenir un dirigeant, un responsable, d'être un employé. C'était pas quelque chose. Alors, en toute franchise, je n'ai jamais couru après des responsabilités qu'on appelle managérial ou d'encadrement. Ça n'a pas été mon fil conducteur. J'entends à Verbier, j'avais une assistante, mais après, voilà, je travaillais un peu seul. Je suis reparti après dans des fonctions qui, naturellement, m'ont amené à encadrer. Mais à la fin des années 90, j'ai été, entre guillemets, approché par des chasseurs de tête. J'ai trouvé que le métier avait l'air sympa. J'avais envie aussi d'essayer d'autres choses. Et je me suis lancé dans cette activité où je me suis retrouvé, en fait, finalement, consultant, chasseur, parmi une équipe de chasseurs, dans une entreprise qui était à l'époque très, très active. Et j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à travailler pour moi-même, en étant très occupé. Et puis, naturellement, ce management, il est un peu revenu vers moi, mais j'ai jamais vraiment fondamentalement couru après. Vous parliez d'hyperactivité cliniquement diagnostiquée, Oui, c'est bien ça ? oui. Pas toujours facile à canaliser. Quelles ont été vos pistes pour réussir à faire quelque chose de productif avec ça ? Alors, c'est un besoin physique de se dépenser énormément. Je parle souvent de ma roue de hamster. J'entends, si j'avais pas les moyens d'aller courir ou faire de la randonnée ou du vélo, j'aurais probablement une roue de hamster dans mon bureau dans laquelle je me mettrais pour simplement décharger cette énergie que j'ai en moi et qui doit sortir essentiellement par des activités physiques. Ça s'explique dans les différents entretiens que vous avez eu peut-être en début de carrière principalement. C'est quelque chose qu'on met en avant comme quelque chose d'atypique. Alors, concrètement, pour les autres, ça s'appelle de l'énergie. Évidemment, je suis prêt à tout. Je pense énergique. Et puis cette énergie, je l'espère, est aussi communicative. Et en tant que leader d'une entreprise,
vous avez une exemplarité qui est quand même très importante. Chacun de vos mouvements est quelque part un peu observé, jugé. Et cette exemplarité, je pense qu'elle est importante. Je veux dire, être leader, pour moi, c'est suivez-moi plutôt que allez-y, j'arrive. Voilà, vous devez être devant, vous devez tirer. Si vous êtes, et je suis le dernier échelon opérationnel de l'entreprise, étant dans l'opérationnel, vous devez être, pour moi, le moteur énergétique de toute une organisation. Autrement, je me sentirais pas forcément très crédible. Pour commencer cette deuxième partie, rappelons ce qu'est le groupe Interiman, fondé en 1998 par Raymond Knick, qui est toujours actionnaire majoritaire. Robin Gordon, vous en êtes le directeur général, vous êtes aussi associé actionnaire minoritaire. La spécialité d'Interiman, c'est le placement de personnel fixe, temporaire, mais il y a aussi de la formation, du conseil RH, dans des secteurs aussi variés que l'hôtellerie-restauration, le médical, les services administratifs, l'industrie, le bâtiment. Je n'ai sûrement pas fait tout le tour. Le groupe est plutôt avare en chiffres, mais citons tout de même le chiffre d'affaires. Il a passé le demi-milliard de francs l'an dernier, en hausse de près de 20%. Par ailleurs, c'est presque 500 collaborateurs, le groupe. Une place de leader en Suisse. Vos concurrents Adecco, Manpower, donc vous êtes devant eux aujourd'hui. Le chiffre était en forte progression, je le disais tout de suite. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe On évoque en introduction ce marché du travail vraiment à sec, on peine à trouver des talents, et pourtant vous arrivez quand même encore à créer de chiffre d'affaires. Comment ça se passe pour vous pour continuer à trouver ces talents et à les proposer à vos clients ? Alors, je préciserai qu'une croissance supérieure au marché signifie qu'on prend des parts de marché à nos concurrents. C'est un métier. Vous avez parlé de nos 500 collaborateurs. Ce sont nos collaborateurs internes qui travaillent essentiellement au travers de nos 70 agences actives sur toute la Suisse. Et en parallèle, nous avons une moyenne journalière qui va osciller selon les saisons, entre 6 000 et 7 000 collaborateurs temporaires jour qui, eux, travaillent en fait chez nos clients. Voilà, juste pour préciser la notion de collaborateur en fait. Alors le défi a toujours existé et le défi va en fait s'intensifier et la situation va devenir de plus en plus compliquée. Je parle vraiment sur le plan suisse et pour des raisons démographiques tout simplement, liées à un vieillissement de la population qui s'accélère et en fait la raison est le départ à la retraite des baby-boomers, tous ceux qui sont nés en gros entre 45 et 65. C'est l'époque où on a fait beaucoup d'enfants. Et cette génération-là, jusqu'à 2030, va partir à la retraite à partir en gros de l'année passée. D'où déjà l'année passée un record de pénurie de postes ouverts. Le SECO a annoncé en juin 100 000 postes ouverts. Et ils se trompent rarement, en fait. Ils prédisent déjà en 2025 250 000 postes vacants en Suisse et probablement en 2030 500 000 postes vacants. On reviendra sur les solutions possibles pour cette pénurie. Mais vous dites que vous progressez en prenant des parts de marché aussi sur vos concurrents. Comment est-ce que vous vous y prenez ? C'est le prix qui permet de gagner davantage de marché ? Alors, surtout pas. Nous sommes dans une activité à gros volume et à petite marge. Notre stratégie par rapport à nos gros concurrents principaux, qui sont des acteurs internationaux, est que nous avons choisi de ne pas tout faire sous une même marque. Donc, nous avons vraiment des marques par secteur, avec aussi des équipes et des agences qui travaillent spécifiquement dans un seul secteur d'activité. Ça a été assez novateur, ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous avons 12 marques, c'est même plus que des marques, c'est véritablement des filiales, qui s'adressent vraiment à des secteurs d'activité bien particuliers. Et l'impact à ce niveau-là est très très fort, autant sur les clients que sur les collaborateurs, puisqu'ils restent un petit peu dans leur écosystème. Si je prends une infirmière qui cherche du travail, ça s'appelle Medicalis chez nous. Son expérience va être totalement en ligne avec ses attentes. Et ses interlocuteurs en agence sont souvent d'anciens infirmiers ou infirmières. Cette stratégie de spécialisation par ces 12 marques que vous évoquiez, elle remonte à quand et qui a eu l'idée de la mettre en place ? Alors ça a été... pour Raymond Knick, le fondateur, vraiment une vision, lui-même ayant travaillé sous des grandes enseignes auparavant. Cette spécialisation, il l'a vue et on l'a faite aussi rapidement que possible, sachant que je suis arrivé, moi, dans le groupe un peu plus tard, en 2007. Et on a intensifié cette spécialisation qui a un coût, évidemment, puisqu'au lieu d'avoir un site Internet à gérer, par exemple, vous en avez 12 ou 14. Mais ce coût-là est largement, en fait, amorti par l'impact que nous avons sur le développement de nos affaires dans ces catégories économiques spécifiques.
Vous parliez de départ en retraite massif jusqu'à 2030. Pour l'instant, situation tendue dans tous les secteurs. Il faut s'attendre à ce que ça le soit combien de temps ? Alors si on ne change rien, ça va devenir de plus en plus tendu jusqu'en 2030. Pourquoi ? Parce que la Suisse a longtemps pu compter sur une immigration assez importante de pays historiques tels que l'Italie, la France. Je parle de la Suisse romande, parce que je pense que nos auditeurs sont plutôt francophones. Le Portugal et l'Espagne. Voilà. Et c'est régulièrement chaque année des milliers d'immigrés qui viennent s'installer en Suisse et qui restent. Donc ça a été le moyen de contrer en fait un taux de natalité et de fécondité en Suisse qui est parmi aujourd'hui un des plus bas du monde. Les Suisses ne font plus d'enfants. Et on doit compenser un peu tout ça. Et on compense aujourd'hui pas suffisamment par rapport au vieillissement de la population. Mais alors tendu jusqu'à quel point ? Alors tendu jusqu'à un point où je pense et j'espère qu'à un moment donné, nos décideurs politiques se pencheront vraiment sur cette problématique et comprendront que ce vieillissement de la population, il est général en Europe. Tous nos pays voisins ont une population qui vieillit et il va falloir qu'on réfléchisse à des nouveaux pays qui ne sont probablement pas dans l'Europe. Je pense par exemple au Maroc ou à la Tunisie, où l'Allemagne a déjà pris les devants, ont pris de l'avance sur nous et recrutent là-bas déjà par exemple des infirmiers pour l'Allemagne. C'est dans le médical que ça... Alors le médical, c'est déjà là où c'est exacerbé et c'est là en fait où on constate que ce qui arrive dans ce secteur-là va progressivement arriver dans les suivants. Et moi, c'est une conviction, j'en suis convaincu. J'ose le dire, je suis un peu alarmé par la lenteur qu'a la Suisse à réagir à tout ça. Parce que on ne peut pas simplement dire « limitons la population en Suisse » et puis il n'y a plus rien qui se passera. Parce qu'en limitant, le problème, c'est que la population continue à vieillir. Et une population qui vieillit est une population qui a besoin de soins, de soutien, de services. Et vous devez assurer derrière une population de travailleurs qui contribue aussi, par exemple, au bon fonctionnement de l'AVS. Dans une interview dans la GFI, récemment, vous évoquiez même le cas de l'Allemagne qui va chercher jusqu'aux Philippines certains spécialistes ou certaines spécialistes. Oui. Et donc, quand vous appelez les responsables politiques suisses à prendre la mesure de l'enjeu, et donc concrètement, ça veut dire accorder des visas plus facilement à ces pays-là. C'est ça que ça signifie. Oui. Le CHUV, à la fin des années 70, a eu également grosse pénurie de personnel soignant. Alors certains s'en rappellent, d'autres l'apprennent peut-être aujourd'hui. Et le CHUV a recouru massivement à du personnel soignant canadien, québécois, qui parlait français. Et ça a duré une douzaine d'années. Voilà. Et après, la Suisse est ouverte à l'Europe et on a pu justement commencer à recruter dans ce secteur-là comme d'autres, dans des pays voisins. Recruter ailleurs, pourquoi pas ne plus former chez nous ? Alors, on peut le faire, mais le problème, il est quasiment mathématique. C'est-à-dire que vous avez simplement moins de travailleurs qui sont sur le marché. Donc, on pense qu'il suffit simplement de former plus. Oui, pour la santé, on a voté là-dessus l'année passée. C'est une des possibilités, mais ça va malheureusement pas suffire parce qu'il y a trop d'inertie et on va simplement manquer de bras pour appeler un chat. Et ces bras, on va devoir aller les chercher ailleurs que où on allait jusqu'à maintenant. Ces pays voisins historiques, qui eux aussi ont une population qui vieillit, et une qualité de vie qui augmente, qui fait qu'ils viennent moins naturellement avec l'envie de travailler en Suisse et de s'y installer durablement. Vous parlez du manque de bras, mais est-ce qu'il y a aussi un autre phénomène pénalisant pour le marché du travail ? C'est peut-être l'envie moins forte de travailler. On parle de ces nouvelles générations X, Y, Z qui souhaitent travailler à distance, avec des horaires flexibles. C'est particulièrement le cas dans l'hôtellerie. On recevait il y a plusieurs semaines un hôtelier ici qui expliquait comment il devait réaménager les shifts parce que ça s'arrêtait 2 heures dans la journée. Ça n'était plus possible pour des nouvelles personnes. Est-ce que là, il y a quand même un levier, on pourrait adapter et limiter cette pénurie en en inventant de nouvelles formes d'organisation du travail? Alors, les travailleurs ont beaucoup et depuis très longtemps souhaité plein de choses. Ça a été pendant très longtemps du refus, parce que en gros, si je caricature un peu, si vous n'êtes pas content, vous partez puis on trouvera quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ce qui change, c'est qu'il y a pénurie. Et en fait, j'aime bien cette expression. Jusqu'à maintenant, c'est l'emploi. Je caricature un peu, mais c'est l'employeur qui tenait le couteau par le manche. De plus en plus aujourd'hui, c'est l'employé qui tient le couteau par le manche. Et on le voit déjà de manière très marquée dans des secteurs comme l'hôtellerie-restauration ou la santé, où finalement, on arrive à imposer un petit peu
ces exigences. Hein. Avant, on aurait dit non, et puis aujourd'hui, on dit oui, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Donc, concrètement, ça signifie quoi? C'est de la flexibilité. Hein. C'est la possibilité de formation, c'est la possibilité de tout d'un coup faire un sabbatique, hein, ou de travailler durablement à temps partiel. Hein. On a des jeunes universitaires qui arrivent sur le marché aujourd'hui et qui disent « Moi, je veux travailler à 80%, point ». Donc, c'est pas qu'une question de salaire. C'est pas qu'une question de salaire, surtout pas. Non, alors il faut pas penser que c'est une exigence de dire, et ce serait peut-être un peu simpliste de dire on veut plus. C'est pas ce qu'on ressent, c'est on veut plus de flexibilité. Et je vous donne un exemple, on parlait du médical justement, c'est une activité très importante chez nous. Nous avons, il y a 2 mois, entrepris un sondage auprès de nos infirmiers et infirmières qui travaillent pour nous en temporaire. 82% ont dit je ne cherche pas de poste fixe. Je veux rester en statut intérimaire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte finalement qu'ils choisissent leur agenda. Placer des personnels intérimaires, c'est un peu une réponse. Alors pour nous, si vous voulez, cette pénurie de personnel croissante, ce n'est que des opportunités pour nous. Parce que la conséquence à tout ça, c'est que beaucoup de collaborateurs choisissent plutôt ce qu'on appelle le travail flexible, parce qu'ils gèrent véritablement leur agenda. Hein. En tant que travailleur temporaire chez nous, il n'y a aucune obligation d'accepter une mission. On va leur proposer du travail, ils sont absolument libres de dire oui ou non. Ils ne sont payés que s'ils acceptent une mission. Absolument, mais justement, comme je vous l'ai dit avant, c'est une volonté de reprendre la main sur son agenda. Les jeunes générations, par exemple, qu'est-ce qu'ils adorent dans des secteurs qu'on vient de nommer? C'est de dire justement, moi je veux travailler le week-end. Ça, c'est un impératif pour moi. Pourquoi? Parce que le lundi et le mardi, je vais skier, il n'y a personne sur les pistes et c'est moins cher. Vous voyez, c'est pas une caricature, ça existe vraiment. Ah, ça existe, on l'entend tous les jours. Hein. Et nous développons maintenant des systèmes où nos pools de collaborateurs temporaires, en fait, annoncent eux-mêmes sur une application quand est-ce qu'ils sont disponibles et quand c'est qu'ils ne le sont pas. À nous ensuite de faire ce qu'on appelle ce fameux matching. Hein. On a les demandes du marché et puis on a la disponibilité de main-d'œuvre et on doit faire coller tout ça ensemble. Et évidemment, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de demandes de flexibilité. Ce qui est compliqué aussi pour les entreprises elles-mêmes qui cherchent à recruter, et beaucoup sont désespérés, c'est qu'ils vont devoir introduire des notions de flexibilité. Et que s'ils ne le font pas, ils vont avoir beaucoup de peine à recruter. Mais gérer, si vous voulez, beaucoup de temps partiel, beaucoup de flexible, c'est compliqué pour une entreprise. J'entends l'idéal, c'est d'avoir 10 personnes à 100%. Mais si vous en avez 2 à 100%, 6 à 50, 4 à 30, c'est compliqué. Hein. Donc les entreprises vont devoir sortir de leur zone de confort et prendre en main cette planification s'ils veulent justement garder leur efficacité. Dernière question dans cette deuxième partie. Le groupe Interiman souhaite aussi explorer le recrutement des personnes âgées, en tout cas un âge de la retraite qui voudraient encore travailler. Est-ce que vraiment il y a une demande et toujours une question du coût. Ces personnes peuvent coûter cher en termes de cotisation de prévoyance, par exemple. Mes premières questions, est-ce qu'il y a vraiment une demande de personnes qui souhaitent travailler au-delà des 65 ans? Alors, vous allez peut-être être surpris, la demande est énorme. Énormément de seniors voudraient travailler. Énorme, ça veut dire quoi? Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Simplement, aujourd'hui, le monde du travail n'est pas prêt. Les entreprises croient encore qu'ils peuvent s'affranchir de cette catégorie de travailleurs, et je les appelle travailleurs. De nouveau, regardons ce qui s'est déjà passé dans des pays qui ont connu ces drames de pénurie. Le Japon, vous avez plus de 50% des plus de 65 ans, entre 65 et 70, qui travaillent. Et qui travaillent de manière flexible. Et c'est pas du tout imposé. J'entends, ils ont des couvertures sociales, ça ne pose aucun problème. C'est une volonté de travailler, mais pas à 100%. Hein. Donc nous développons effectivement une entreprise qui va être lancée dans quelques semaines, qui vise justement à interpeller ce monde des seniors qui souhaitent travailler de manière flexible et à sensibiliser les entreprises à cette possibilité de main-d'œuvre disponible de manière flexible et où ils ont tout intérêt à la considérer pour justement pouvoir garantir leurs prestations. Tout domaine, dernière question rapidement, tout domaine? Alors, en théorie, tout domaine, mais évidemment, on commencera par les domaines où la pénurie est déjà exacerbée. Donc le médical, l'hôtellerie-restauration, etc., etc. Mais l'industrie, voilà, commence à crier help. Et je vous dis, dans quelques années, ce sera un problème général qui va vraiment bouleverser le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Robin Gordon, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre jeunesse, passionné par les sports de glisse notamment. Vous êtes essayé aussi au windsurf, au deltaplane, parapente, ski. On vous a donc préparé un petit quiz fou. Vous allez voir. Quel a été votre moment d'adrénaline le plus fou en montagne? Quand j'ai décollé en aile delta et je m'étais mal accroché, entièrement fautif, et je me suis retrouvé dans les falaises du Salève à côté de Genève. Vous en êtes sorti comment? Je m'en suis sorti par mon aile qui s'est accrochée heureusement dans quelques arbustes, et mes copains pilotes qui sont venus m'aider à me sortir de cette mouise. Le paysage le plus fou dans lequel vous avez eu la chance d'évoluer dans votre pratique sportive? Alors j'ai beaucoup pratiqué en fait en Suisse. Je trouve que pratiquer son sport dans les Alpes suisses, le Valais que je connais beaucoup, on y est habitué, mais c'est une expérience incroyable. Et je me rappellerai toujours des journalistes américains qui venaient découvrir le Valais. C'était une extase incroyable. Et voilà, on est un peu gâté, on s'en rend pas compte, mais le paysage est là, il est formidable. Le défi sportif que vous aimeriez vous lancer le plus fou encore, ce sera lequel? Alors j'en ai beaucoup encore. Alors le prochain, je l'ai évoqué ce week-end, j'imagine ma retraite, une bonne partie au soleil en Espagne. J'ai déjà acheté un petit bien en Espagne. Et voilà, quelqu'un que je connais a aussi acheté là-bas. Et on s'est dit qu'un jour, on descendrait en vélo depuis la Suisse par étape pour rejoindre l'Espagne. C'est 1300 km et je me réjouis de le faire. La rencontre la plus folle en montagne ou ailleurs? La rencontre la plus folle, j'aurais plutôt envie de dire que c'est une rencontre avec des animaux, parce que quand on est en montagne et qu'on est seul et qu'on est matinal, on découvre en fait une vie incroyable. Voilà, j'ai déjà vu dans le Jura au loin, enfin pas, je les ai pas vus, je les ai entendus, mais des loups. Mais voilà, je trouve que tomber sur un animal sauvage alors qu'on s'y attend pas, voilà, ça peut être du sanglier, du cerf. Je trouve ça magnifique. Voilà, et ça me marque beaucoup dans ces moments-là. Merci Robin Gordon d'être venu aujourd'hui dans B2B. Avec plaisir, merci à vous. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On va se retrouver la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'une nouvelle entrepreneuse ou entrepreneur en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.